Nous allons voir l'examen de l'épaule douloureuse, ce qui veut dire que nous ne parlerons pas de l'épaule instable. Le but de cet examen clinique sera de faire le diagnostic de la cause de la douleur et d'orienter la demande des examens complémentaires. Nous suivrons un plan tout à fait classique en commençant bien sûr par l'interrogatoire. En principe, l'interrogatoire s'enquiert en premier lieu du motif de consultation, mais nous l'avons dit, dans le cas présent, il s'agit de la douleur. Eh bien, les éléments importants à prendre en compte sont l'âge, le sexe, le côté dominant, mais également la profession, les sports pratiqués, les antécédents, notamment au niveau de l'épaule. Par ailleurs, cet interrogatoire devra s'enquérir du mode de survenue de la douleur, de ses caractéristiques, de la gêne fonctionnelle qu'elle occasionne, notamment dans la vie quotidienne, par exemple pour l'habillage, la toilette, la conduite automobile, etc. En ce qui concerne l'épaule douloureuse, l'âge vous oriente. En effet, bien souvent, en dessous de 40 ans, la douleur est en rapport avec une épaule instable et douloureuse, ou éventuellement un conflit ou encore quelquefois une calcification. Entre 40 et 55 ans, c'est essentiellement un problème de conflit, de tendinopathie ou de calcification. Entre 55 et 70 ans, ce sont principalement les ruptures de coiffe, mais aussi quelquefois les tendinopathies, et plus rarement, mais c'est possible, les calcifications. Enfin, au-delà de 70 ans, c'est en général un problème de rupture de coiffe ou bien d'une atteinte dégénérative. La profession est importante car il existe des métiers manuels plus particulièrement exposés. Il est important aussi car les tendinopathies de la coiffe des rotateurs font partie du tableau 57 des maladies professionnelles et que dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le retentissement sur l'examen clinique peut être notable. Enfin, il est important de connaître les sports pratiqués, notamment pour les plus jeunes. Le mode de survenue de la douleur doit être précisé. En effet, une douleur qui existe depuis pas mal de temps, qui régresse, qui revient, et qui finalement ne disparaît plus, témoigne en général de lésions dégénératives évoluant progressivement. C'est ce que représente le graphique du bas. En revanche, l'absence d'antécédents douloureux avec la survenue de façon assez rapide ou brutale d'une douleur qui ne cède pas spontanément, faisant quelquefois suite à un traumatisme, a un pronostic bien différent. La localisation de la douleur est également importante à faire préciser. Habituellement, les douleurs de l'épaule se situent plutôt au niveau du moignon de l'épaule et plutôt antérieur. Lorsque les patients décrivent des douleurs supérieures, il faut plutôt évoquer un problème acromioclaviculaire, et lorsque la douleur est postérieure, plutôt un problème d'arthrose gléno-humérale. Enfin, il faut toujours se méfier des douleurs qui irradient à l'ensemble du membre supérieur, voire jusqu'à la main, et qui doivent faire évoquer les diagnostics différentiels, comme des douleurs d'origine cervicale ou encore un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Enfin, il est très important de savoir que les douleurs d'épaule sont souvent nocturnes, même lorsque leur origine est plutôt mécanique. Passons maintenant à l'inspection. Elle doit être systématique, de face, de profil et de dos. Son analyse n'est pertinente que si on a connaissance des éléments osseux et musculaires accessibles à la base de l'anatomie dite de surface. En avant, c'est essentiellement la clavicule et les deux articulations acromio- et sternoclaviculaires pour ce qui concerne les éléments ostéo-articulaires. Le grand pectoral et le deltoïde pour les éléments musculaires, situés sous la clavicule. Le trapèze et le sternocléidomastoïdien pour ceux situés au-dessus de la clavicule. Assez facilement repérable enfin entre deltoïde et grand pectoral, le sillon deltopectoral. On retrouve sur cette vue de face ces différents éléments, articulation sternoclaviculaire, clavicule, articulation acromioclaviculaire, grand pectoral et deltoïde, séparés par le sillon deltopectoral, trapèze et sternocléidomastoïdien, délimitant avec la clavicule le creux susclaviculaire. De profil, on peut parfois voir le bord latéral de l'acromion avec le chef moyen du deltoïde en dessous et le trapèze au-dessus.
il faut profiter de ce temps de l'inspection pour analyser à jour frisant les espaces situés au-dessus et en dessous de l'épine de la scapula, appelée fosse supra- et infraépineuse, afin de rechercher une atrophie musculaire. De dos, le seul élément osseux accessible à l'inspection est l'épine de l'omoplate, délimitant la fosse infraépineuse en dessous, où l'on voit le relief du deltoïde postérieur, qui recouvre dans sa partie distale le muscle infraépineux. Au-dessus, la fosse supraépineuse, recouverte par le trapèze, qui gêne l'appréciation du muscle supraépineux situé plus profondément. Grâce à cette inspection méthodique, vous serez en mesure de voir une anomalie de la sternoclaviculaire, un kyste acromioclaviculaire, une atrophie du deltoïde, un volumineux épanchement de l'épaule, souvent témoin d'une rupture massive dans le cadre d'une épaule sénile hémorragique, sans oublier une rupture du biceps caractérisée par le signe de Popeye. L'inspection des fosses infra- et supraépineuses est un élément déterminant du diagnostic et du pronostic d'une épaule douloureuse. L'atrophie est souvent facile à repérer au niveau du muscle infraépineux, plus difficile au niveau du muscle supraépineux, car il est recouvert par le trapèze, si bien que lorsqu'une atrophie est visible, comme dans ce cas, elle est souvent majeure. La palpation. Elle doit être méthodique, commençant par les repères osseux depuis la sternoclaviculaire jusqu'à l'acromioclaviculaire, en passant par la clavicule, puis le rebord acromial, et enfin l'épine de la scapula. On peut également palper la pointe du processus coracoïde. Ensuite, on va s'attarder sur quelques repères tendineux. Tout d'abord l'insertion du supraépineux situé à l'aplomb du rebord antérolatéral de l'acromion au travers du deltoïde, puis la longue portion du biceps dans le sillon intertuberculaire et l'insertion du deltoïde au niveau du V deltoïdien sur l'humérus. Enfin, n'oubliez pas l'insertion de l'angulaire, encore appelé lévator scapulae, à l'angle supéromédial de la scapula, qui est un point souvent très douloureux. Vous voyez ici, en vue supérieure, ces différentes zones de palpation. Le numéro 3 est important car il vous alerte sur l'articulation acromioclaviculaire. Le numéro 4 correspond à l'insertion du supraépineux au travers du deltoïde, à l'angle antérolatéral de l'acromion, et qui peut être palpé de la façon suivante, en mettant le bras en légère rétropulsion et en imprimant des mouvements de rotation pendant que l'index palpe au travers du deltoïde l'insertion du supraépineux, où il peut éventuellement percevoir une déhiscence, témoin d'une rupture. C'est le Rennes test dont je vous reparlerai. Enfin, le point numéro 6 correspond à la palpation du sillon intertuberculaire, qui s'effectue un peu de la même façon que le Rennes test, mais dans ce cas, la pulpe des doigts est placée beaucoup plus en avant, en regard du deltoïde antérieur, et les mouvements de rotation font percevoir le relief du tubercule mineur. Voyons maintenant l'analyse des mobilités. Je commence toujours par les mobilités passives, qui me permettent de savoir quelles sont les possibilités de l'articulation. Il faut éliminer au maximum les compensations, et cela est réalisé au mieux en position couchée. Mais cette position ne permet pas une bonne analyse de la rotation interne, et il est également possible de faire cet examen sur un patient assis ou debout, éventuellement en faisant les deux côtés en même temps. Les mobilités qui sont analysées sont essentiellement l'élévation antérieure, l'élévation latérale, qui est plutôt dans le plan de l'omoplate que dans le plan frontal, la rotation externe et interne coude au corps, qu'on appelle RE1 et RI1, et la rotation externe et interne en élévation à 90 degrés, que l'on appelle RE2 et RI2. Il est rare qu'on étudie la rétropulsion.
Cette analyse des mobilités passives est primordiale. C'est sans doute l'élément qui renseigne de façon la plus fiable sur les deux structures anatomiques que sont l'articulation gléno-humérale d'une part et la capsule d'autre part. En effet, une diminution des mobilités passives est toujours soit le fait d'un problème articulaire, soit le fait d'un problème capsulaire. Ainsi, si la radiographie de l'articulation est normale, une diminution des mobilités passives ne peut être due qu'à une capsulite. Lorsqu'il y a une limitation des mobilités passives, il peut être utile d'étudier de façon séparée la mobilité gléno-humérale et la mobilité scapulo-thoracique. Cela est réalisable en appuyant fortement soit avec la main, soit avec l'avant-bras sur le dessus de l'épaule, au niveau de la clavicule et de l'épine de la scapula. Une fois la scapulo-thoracique bien immobilisée, on réalise une élévation du bras qui ne mobilise donc que l'articulation gléno-humérale, et ce, jusqu'à ce que l'on sente un blocage. On a ainsi le reflet de la mobilité qui existe uniquement dans la gléno-humérale. En actif, c'est beaucoup plus difficile, car on ne sait pas toujours quelle est la cause de la limitation des mobilités actives. Il peut s'agir simplement de la douleur, d'un problème neurologique, d'une rupture tendineuse, d'un problème musculaire ou quelquefois, tout simplement de l'état psychologique du patient qui ne souhaite pas lever le bras trop haut. En revanche, cette analyse des mobilités actives qui vous permettra d'apprécier le retentissement fonctionnel en demandant par exemple au patient de mettre la main à la bouche, sur la tête, dans le dos ou encore sur l'épaule opposée ou sur la nuque. Et puis, en regardant le patient faire, on peut en tirer certaines indications, comme ce petit grand-père à qui j'ai dit de mettre la main sur la tête et qui manifestement a beaucoup de difficultés pour y arriver. Voici par exemple sur la vidéo de gauche un patient qui a une élévation active complète des deux côtés, mais avec une certaine difficulté du côté droit, qui s'accompagne de grimaces que vous ne voyez pas car le visage est caché, mais qui témoignent en général d'un conflit ou d'un accrochage douloureux lors de l'élévation. Et puis sur la vidéo de droite, vous avez une dame qui arrive également à avoir une élévation passive complète, à condition de garder son coude plié pour diminuer l'effet de la pesanteur sur le bras. En revanche, sur cette vidéo, la patiente est incapable d'avoir une élévation active. Et vous voyez pourtant qu'en prenant son bras avec l'autre main, elle peut l'élever complètement, témoignant d'une mobilité passive normale. Il s'agit d'une épaule pseudo-paralytique. Nous allons maintenant passer à l'un des temps les plus importants de l'examen, le testing musculaire. Dans un premier temps, il est important de comprendre que l'ensemble des muscles de la coiffe, surtout supérieurs et postérieurs, viennent coiffer la tête humérale et qu'au moment où ils s'insèrent sur la tête, ils constituent en fait une espèce de nappe tendineuse continue. Ce que l'on appelle une rupture de coiffe est en fait ni plus ni moins qu'un trou dans cette nappe tendineuse. Il est donc facile de comprendre que selon la taille et la localisation du trou, les conséquences sur le testing seront très variables. Avant d'aborder le testing, je vous rappelle que la coiffe se palpe et je vous en ai déjà parlé. C'est le Rennes test qui a été décrit par Gene Wolfe avec une excellente sensibilité et une excellente spécificité. Vous avez ici à nouveau la façon de réaliser ce test. Voici sur cette diapositive résumées les principales manœuvres concernant les muscles de la coiffe des rotateurs, avec également les principales références bibliographiques de ces manœuvres. Nous allons les voir en détail par la suite. Le supraépineux est testé par la manœuvre de Job. Pour ce faire, vous devez placer le patient avec les deux bras en élévation dans le plan de la scapula à 90 degrés, en rotation interne, pouce tourné vers le bas. C'est souvent une manœuvre douloureuse. Vous regardez le patient droit dans les yeux en lui disant « Je suis désolé, cela risque d'être douloureux, mais il est très important que vous résistiez pendant 2 à 3 secondes. » Et c'est vous, examinateur, qui devez apprécier si le patient a pu résister ou non. S'il ne peut pas résister, c'est en faveur d'une rupture du supraépineux.
Vous devez comprendre qu'une rupture du supraépineux n'est pas systématiquement synonyme d'une manœuvre de Job positive. Vous voyez ici le travail de Halder, qui a montré qu'avec une toute petite rupture, il y avait une diminution mineure de la force, qu'avec une rupture déjà plus évoluée mais qui reste circonscrite à l'intérieur du câble des rotateurs, la force reste encore globalement correcte, et ce n'est qu'en cas de rupture beaucoup plus évoluée qu'on peut retrouver une diminution substantielle de la force. L'infraépineux est testé par la force en rotation externe de plusieurs façons. Vous pouvez avoir une simple diminution de la force en rotation externe, comme montré sur la figure de gauche, témoin d'un début d'atteinte de l'infraépineux. Vous pouvez constater une certaine perte de la rotation externe active, qui est appelée l'external rotation lag sign, qui est le témoin d'une atteinte plus importante, surtout si la perte de rotation externe est importante. Enfin, au maximum, vous pouvez constater qu'il n'y a plus aucun frein et que la main du patient vient spontanément jusqu'à son ventre contre sa volonté. C'est le dropping sign, qui témoigne en général d'une rupture complète de l'infraépineux et souvent du petit rond. Lorsque l'atteinte de l'infraépineux s'étend au petit rond, les tests suivants peuvent être perturbés. À gauche, c'est la manœuvre de Pat qui teste la force en RE2. Ensuite, c'est le drop sign, où le patient est incapable de maintenir son bras en RE2. Puis vous avez le signe du clairon, qui est l'incapacité de mettre la main à la bouche sans lever le coude à la même hauteur. Et enfin, pour rappel, le dropping sign, qui est également un signe en faveur d'une atteinte du petit rond. Le subscapulaire peut se tester de 3 façons différentes. Il y a d'abord le lift-off test qui consiste à décoller la main du dos placée à hauteur du rachis lombaire et dont vous avez une démonstration sur la vidéo de gauche avec un subscapulaire déficient du côté gauche du patient. La difficulté est que le lift-off nécessite de mettre la main dans le dos, ce qui n'est pas toujours facile, comme vous pouvez le voir sur les 2 autres vidéos, rendant la manœuvre peu fiable. Ensuite, il y a le belly press test, qui consiste à demander au patient de poser la main à plat sur son ventre et de maintenir son coude en avant du plan frontal. On peut le sensibiliser en appuyant légèrement sur la partie antérieure du coude, mais en général le simple fait de tenir cette position sans difficulté est le signe d'un bon subscapulaire. Là aussi, il est nécessaire de disposer d'une rotation interne passive suffisante. Enfin, il y a le Beruk test, qui consiste à demander au patient de poser la main à plat sur celle de l'examinateur qui a lui-même mis sa main sur l'épaule contralatérale. Le bras doit être en élévation antérieure et l'examinateur va essayer de soulever la main du patient qui doit résister. Vous voyez sur la vidéo du milieu un patient qui résiste bien et sur celle de droite un patient qui n'arrive pas à résister, témoin d'une rupture du subscapulaire. Concernant ce testing de la coiffe des rotateurs, il existe quelques règles. Il faut aller du moins douloureux au plus douloureux. Ainsi, il faut profiter de l'analyse de la mobilité en rotation interne pour faire le lift-off test. Puis ensuite, on fait ce qui est coude au corps, comme la force en rotation externe, puis le belly press test, le Beruk test, et enfin on termine par la manœuvre de Job, qui est souvent la plus douloureuse. Vous voyez sur cette diapositive comment évolue la positivité des tests en fonction de l'extension de la rupture du supraépineux quand elle se fait vers l'arrière. Au début, c'est la manœuvre de Job isolée qui est positive, puis on observe une diminution de la force en rotation externe, avec éventuellement un external rotation lag sign, puis éventuellement un dropping sign ou un signe du clairon, témoin de l'extension au petit rond. Vous voyez sur cette vidéo un exemple d'une patiente présentant une telle atteinte, mais ayant conservé une bonne rotation interne du fait d'un subscapulaire correct. Et ici, vous avez la même chose, mais dans le cadre d'une extension antérieure, avec en général un Beruk test positif au début de l'atteinte du subscapulaire, puis un lift-off test positif,
puis une échappée antérieure de la tête, responsable d'une épaule pseudo-paralytique. Vous avez la vidéo qui vous montre un tel exemple, avec une rotation externe coude au corps bien conservée, du fait de l'intégrité de l'infraépineux et du petit rond. Vous avez ici la classification de Collin en fonction de l'extension antérieure ou postérieure de la rupture, et vous voyez que c'est essentiellement dans les ruptures de type B, antéro-supérieur, quelquefois C et plus rarement E, où la rupture est postérieure, que l'on rencontre les tableaux d'épaules pseudo-paralytiques. Enfin, dans votre testing, vous ne devez pas oublier le deltoïde et aussi le grand dentelé, dont vous avez ici un exemple de paralysie. Pour terminer, nous allons voir quelques manœuvres spécifiques. Il y a tout d'abord les manœuvres à la recherche d'un conflit sous-acromial, qui est ce passage anormal et douloureux de la tête humérale sous la voûte acromio-coracoïdienne. Beaucoup de tests ont été décrits. Ici, je vous en ai répertorié 3. Il faut savoir que tous ces tests sont sensibles, mais très peu spécifiques, et ne permettent que très rarement de tirer des conclusions fiables sur l'origine de la douleur. Passons à l'acromioclaviculaire. Quand faut-il penser à l'origine acromioclaviculaire de la douleur? Eh bien en fait, il faut y penser dès l'interrogatoire. Gerbert a fait une étude sur des volontaires sains en injectant du sérum physiologique soit dans l'espace sous-acromial, soit dans l'articulation acromioclaviculaire. Il a demandé aux volontaires d'indiquer très précisément où ils ressentaient la douleur, et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, cette dernière prédomine au niveau du creux sus-claviculaire quand elle est d'origine acromioclaviculaire et au niveau du moignon de l'épaule quand elle est d'origine sous-acromiale. À l'inspection, une tuméfaction de l'articulation acromioclaviculaire est un bon argument en faveur de son atteinte, alors que le kyste acromioclaviculaire, dont vous avez un exemple sur la photo du bas, est essentiellement le témoin d'une rupture massive de la coiffe des rotateurs, avec une issue de liquide au travers de l'articulation acromioclaviculaire. Lors de la palpation, une douleur nette provoquée par la palpation directe de l'articulation acromioclaviculaire est un signe supplémentaire pour incriminer cette articulation comme cause de la douleur. Par ailleurs, un certain nombre de manœuvres ont été décrites pour provoquer une douleur acromioclaviculaire. Voici les principales. Tout d'abord le cross-arm, qui est une adduction horizontale du bras. Il a également été décrit l'abduction horizontale contrariée, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Le test de O'Brien est connu pour être un test de lésion labrale. En fait, il a été décrit initialement pour cela et pour l'articulation acromioclaviculaire, comme cela figure d'ailleurs dans le titre de l'article. Le patient maintient son bras en élévation à 90 degrés et en légère adduction. La manœuvre s'effectue en rotation interne maximale, puis en rotation externe maximale. La douleur acromioclaviculaire est provoquée en rotation interne et disparaît en rotation externe. Le test de Paxinos a été décrit dans l'article de Walton. Il s'agit de contraindre horizontalement l'articulation acromioclaviculaire entre le pouce qui appuie sur la partie postérieure de l'acromion et l'index qui appuie sur la partie antérieure de la clavicule. Le test de Hawkins a également été décrit comme un test pouvant déclencher des douleurs acromioclaviculaires. 3 études ont particulièrement analysé la sensibilité et la spécificité de ces différentes manœuvres, et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il n'en existe aucune qui soit très performante. Le test de O'Brien a une excellente spécificité, mais une sensibilité faible. Par ailleurs, il existe une discordance nette pour certains tests en fonction des études. Nous allons terminer ce topo avec le biceps et un signe pathognomonique, qui est un signe d'inspection, le signe de Popeye. Il est le témoin d'une rupture de la longue portion du biceps, avec cette boule qui apparaît dans le bras. Cela n'est en général douloureux que dans les jours qui suivent la survenue de la rupture. En fonction de la morphologie des patients, ceci n'est pas toujours facile à voir, et il peut être utile de le rechercher de façon comparative, comme sur cette vidéo. Ensuite, votre attention peut être attirée sur la longue portion du biceps,
si vous avez déclenché une douleur lors de la palpation du sillon intertuberculaire, dont je vous ai déjà décrit la manœuvre et qui est reproduite ici à nouveau. Enfin, des tests pour certains très anciens ont été rapportés. Le premier d'entre eux, décrit en 1931, est la supination contrariée, encore appelée signe de Yergasson, qui provoque une douleur au niveau de la gouttière bicipitale. Un autre test, appelé speed test ou palm-up test, a été décrit en 1939. Il consiste à placer le bras du patient en élévation antérieure à 90 degrés, paume de la main vers le haut, et la tentative d'abaissement du bras déclenche une douleur au niveau de la gouttière bicipitale. Plus récemment, Kibler a décrit un test appelé uppercut test, où le patient doit pousser sur la main de l'examinateur, un peu comme s'il donnait un uppercut. Ce test déclenche une douleur dans la gouttière bicipitale. La littérature rapporte que l'uppercut test aurait la meilleure sensibilité, alors que le Yergasson et le speed test auraient la meilleure spécificité. En fait, il faut associer les tests comme le montre ce travail, réalisé pour le futur symposium de la SFA en 2022, et qui a comparé les données de l'examen, selon que le biceps était normal ou pathologique. Si l'on prend les tests isolément dans cette étude, c'est le speed test qui a la meilleure sensibilité et l'uppercut test qui a la meilleure spécificité. Si on associe les tests, on devient plus performant avec une très bonne sensibilité en associant le speed test et la palpation de la gouttière bicipitale, et une bien meilleure spécificité en associant l'uppercut test et le Yergasson test. En conclusion, la valeur des tests combinés est supérieure à celle des tests isolés. Il faut donc systématiquement palper la gouttière et faire tous les tests. Pour terminer, je vous rappelle que votre examen a pour but essentiel de trouver quelle est la cause de la douleur et d'orienter au mieux les examens complémentaires. Cet examen doit vous orienter plutôt vers un problème au niveau de l'espace sous-acromial ou au niveau de la coiffe, ou plutôt vers un problème acromioclaviculaire ou encore vers la longue portion du biceps, sans oublier l'articulation gléno-humérale ou bien les atteintes neurologiques. Je vous remercie de votre attention.